Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est un grand rendez-vous annuel que ce colloque, et un rendez-vous mérité pour ceux qui l'organisent, en particulier toutes les ONG. Vous le disiez tout à l'heure, monsieur le député, c'est vrai que le rôle des ONG dans cette espèce de réveil, d'éveil par rapport à ces questions de paradis fiscaux, mais derrière cela, les questions d'évasion fiscale, de fraude fiscale, les questions aussi financières systémiques, et bien sûr le blanchiment et l'argent sale. L'alerte, les lanceurs d'alerte ont d'abord été les ONG. Je crois qu'il faut vraiment leur rendre hommage. Donc merci d'organiser ce colloque qui permet de faire le point tous les ans. Alors j'ai été un peu surpris par le titre. Je me suis dit, mais ça y est, qu'est-ce qui leur arrive? Ils considèrent que les paradis fiscaux n'existent plus, parce qu'on est passé à un autre sujet qui est celui du blanchiment de l'argent sale. Enfin, on est rapidement rassuré sur le fond de la question. Et en fait, ça montre bien une chose qu'on a parfois un peu de mal à démontrer, c'est que la question des paradis fiscaux en particulier, elle est au confluent de au moins 3 ou 4 questions importantes. La première, évidemment, c'est la question fiscale, l'évasion et la fraude fiscale. La deuxième, c'est que ce sont très souvent des plateformes de blanchiment, des lieux où se croisent les circuits financiers qui utilisent l'argent sale pour des raisons très, très diverses. On le voit bien aujourd'hui avec les questions relatives à l'embargo sur l'Iran. Il y a des flux financiers derrière cela, et ça passait aussi par des paradis fiscaux, et en particulier par la Suisse, qui est en pointe dans beaucoup de domaines, peut-être en football, j'espère que non, mais aussi en pointe sur un domaine qui était assez peu connu jusqu'à maintenant, qui est celui du trading des matières premières, Genève étant aujourd'hui le troisième centre de trading de matières premières, c'est-à-dire un des secteurs les plus opaques, les plus compliqués qu'on puisse imaginer. Et donc, le lien se fait très rapidement, et donc on débouche sur cette question tous les jours davantage d'actualité, qui est celle du rôle des banques autour des questions d'évasion fiscale, de fraude fiscale, de blanchiment, puisque maintenant le lien est fait entre le blanchiment et la fraude fiscale, est fait un peu partout au travers des législations qui expliquent maintenant, et c'est quelque chose qui était demandé depuis longtemps mais qui n'a pas toujours été admis, que la fraude fiscale pouvait être en quelque sorte un sous-jacent du blanchiment, et que utiliser de l'argent venant de la fraude fiscale au travers de circuits de blanchiment était délictuel, voire criminel. Et d'ailleurs, le petit problème qui se pose, c'est que tous les pays n'ont pas exactement la même incrimination pour ce qui est du blanchiment et pour ce qui est des sous-jacents. Puis il y en a quand même quelques-uns qui ont pris aussi du retard sur une question, le blanchiment, qui est arrivé finalement assez tard. Ça a été incriminé aux États-Unis, je crois, pour la première fois dans les années 80, et pas avant. Donc c'est un sujet auquel le monde s'éveille en quelque sorte. Et puis il y a la question de l'argent sale, qui est un sujet où là aussi, bon, chacun dans son sens a un peu œuvré. Il se trouve qu'en 1992, j'ai écrit un livre qui s'appelait L'argent sale, et qui était en fait en rapport avec le Crédit Lyonnais, avec l'histoire du Crédit Lyonnais. Et à l'époque, on m'avait un peu traité de fou, enfin un peu plus que ça, parce que j'avais été traîné devant les tribunaux. J'avais d'ailleurs gagné. Et bon, mais c'est vrai que cette idée d'argent sale, on avait un peu de mal aussi à la cerner. Alors aujourd'hui, heureusement, les choses se passent mieux, et la notion, par exemple, de flux illicite est une notion qui est assez opérationnelle pour envisager, pour considérer ces questions d'argent sale en tant que dénominateur commun. Donc, si on en revient aux banques, la première réflexion qu'on a en ce moment, c'est sale temps pour les banques. Alors, quelques-uns se disent enfin, mais bon, tout le monde ne se le dit pas. Mais enfin, c'est vrai que pour les banques, aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis quelques mois, on retrouve les plus grandes banques du monde. Ça, c'est le résultat aussi de la crise, qui a été un formidable révélateur de pratiques opaques et occultes,
avec la crise, avec ces révélations qui apparaissent, on s'aperçoit que les plus grandes banques du monde sont impliquées, alors le terme est un peu générique, impliqué, parce que ça peut se passer de façon assez diverse, mais dans des questions d'évasion fiscale, d'encouragement et d'organisation d'évasion fiscale, ça touche plutôt le secteur de la banque privée, le métier de la banque privée, qu'elles sont impliquées, bon, alors, fraude, évasion fiscale, qu'elles sont impliquées, pour être dans l'actualité, dans des questions de contournement d'embargo, là qui n'avaient pas l'air d'avoir compris que c'était assez dangereux quand même de vouloir contourner les embargos. Et il y a déjà eu des histoires, quand il y avait l'embargo sur les ventes de matières premières et de pétrole en Afrique du Sud, il y a eu des problèmes déjà à cette époque, pas tout à fait avec les mêmes banques. Et puis dans pétrole contre nourriture, sur l'affaire irakienne, il y a aussi des banques, et là on retrouve un peu les mêmes qui étaient dans ces affaires. Mais on s'aperçoit de nouveau que c'est des choses qu'il ne faut pas faire, parce que c'est interdit, même si les États-Unis ont une attitude un peu monolatérale dans cette affaire. C'est vrai que ça ne doit pas se faire, et ça fait partie de l'illicite. Et puis, il y a tous les dérapages sur le plan purement financier, avec la prise de risque systémique par les banques, et puis des manipulations. Moi, j'ai été très frappé par l'affaire de la manipulation du Libor, qui est quand même quelque chose de très grave. Ça concerne la réglementation financière, la réglementation de place. Ça concerne à la fois Londres, mais aussi l'Euribor. Et ça montre que là aussi, des banques et un cartel de banques, donc c'est en plus complètement cartellisé, n'ont pas joué le jeu et ont triché, y compris par rapport à leurs concurrents. Donc on a en quelque sorte la double, pas la double peine, mais le double embarquement des banques dans quelque chose d'illicite vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis du droit en général, et puis vis-à-vis du droit de la concurrence par rapport à leurs concurrents. Donc on retrouve les plus grandes banques dans des affaires très, très délicates, et celle qui a peut-être été la plus spectaculaire, c'est celle qui concerne HSBC Mexique l'année dernière, pour les questions de blanchiment, parce que ce n'était pas la première fois qu'une banque était impliquée, puisque Wachovia avait eu un problème analogue avec les bureaux de change mexicains qui recyclaient de l'argent de la drogue. Mais avec HSBC, on est passé à une sanction. Alors, dans le registre américain, on n'est pas dans le pénal, mais on est dans un agreement particulier. Donc, nous, on appellerait ça du droit civil, mais ce n'est pas tout à fait ça quand même, puisqu'on est en common law, où HSBC a dû payer une amende de, je crois que c'est 1,8 milliard de dollars. Et la réflexion qu'on peut faire là-dessus, c'est qu'on arrive enfin dans des sanctions qui ont une efficacité quand même assez probable, et qui incitent les banques d'abord à renforcer leur système de conformité. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, même si on peut toujours considérer que c'est insuffisant ce qui est fait. En tout cas, elles dépensent de l'argent à ça. Et donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, deuxièmement, ça les incite quand même à faire attention, parce que d'abord, ils frôlent le pénal. Et le pénal, pour une banque, c'est probablement ce qu'il y a de pire, parce qu'il y a des conséquences sur le pénal, en particulier aux États-Unis, quand une banque est condamnée au pénal. À ce moment-là, elle devient vraiment le chat noir. C'est-à-dire qu'elle perd des clients. Il y a des clients qui ne peuvent plus l'utiliser, en particulier les fonds de pension, et quelques autres. Ça dépend un peu des réglementations. Mais enfin, c'est quelque chose de très, très grave. Donc, ce type de sanction commence vraiment, je pense, à être dissuasif pour la circulation et l'utilisation d'argent d'origine douteuse, voire d'argent sale. Donc cette affaire HSBC a été tout à fait fondamentale. Et puis, et d'une façon générale, une poussée des États-Unis sur ce registre. Alors, les raisons, elles sont diverses. Il y a probablement le regret de ne pas avoir fait grand-chose au début de la crise pour sanctionner les banques
sur le registre systémique et des risques pris, donc d'une certaine manière récupérer de l'argent par rapport à de l'argent qui a été prêté par ailleurs par la Fed aux banques, donc c'est une espèce de retour, et avec des montants qui, pour certaines affaires sur des subprimes par exemple, dépassent les 10 milliards de dollars. Ils vont peut-être les dépasser sur d'autres affaires. Et puis, il y a une volonté aussi politique américaine de lutter pour la transparence financière. On ne peut pas dire autre chose. Je veux dire, moi, je constate dans l'enceinte Forum mondial OCDE, dont je fais partie, je préside le groupe de revue par les pairs, ce sont quand même les États-Unis qui ont le plus poussé pour qu'on aille sur l'échange automatique d'informations, qui ont enclenché cette loi FATCA, qui est une loi avec une très forte dose d'extraterritorialité, et ça, il y a apparemment que les Américains qui peuvent se le permettre, mais c'est quand même une loi qui va obliger les banques à donner des signalements, en fait, de tous leurs clients américains, et c'est une loi qui a en plus un effet d'entraînement, puisque la réplique européenne va être de faire à peu près la même chose. Tout au moins, on aimerait que ça soit la même chose, et on s'en rapproche singulièrement. Donc, l'impulsion américaine a été forte. Alors, elle est évidemment à nuancer, parce qu'ils peuvent toujours être soupçonnés de travailler surtout pour leurs propres entreprises, mais il faut quand même noter qu'il y a de très grosses entreprises américaines qui sont également soumises à des sanctions, et à des sanctions qui sont lourdes. On voit également les États-Unis intervenir beaucoup sur les questions de corruption. Dans les affaires de biens mal acquis, ils poussent plutôt. Donc voilà, on a quelques bons souvenirs avec les ONG ici. Mais donc poussée américaine et effet d'entraînement, ce qui fait que beaucoup de pays, en particulier la France, ont pris des mesures qui sont des mesures fortes, à la fois dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, mais puisque l'argent de la fraude fiscale est de l'argent sale, pour parler communément, évidemment, ça rejaillit aussi sur la réglementation bancaire. Et puis, dans les autres instances, au GAFI, par exemple, mais aussi à l'OCDE, les banques ont été en quelque sorte mises à contribution et responsabilisées, à mesure du possible, en matière de lutte anti-blanchiment et de lutte contre la fraude fiscale. J'en veux pour preuve au GAFI, maintenant, au travers de toutes les conformités sur les due diligence, customer due diligence, c'est-à-dire le KYC, Know Your Customer, c'est vrai que la barre est de plus en plus élevée pour les banques, et qu'elles ont, si elles le font bien et sincèrement, c'est vrai que ça peut apporter quand même quelques progrès au dispositif. Et puis, nos GAFI, les recommandations également ont été renforcées sur les obligations de déclaration, etc. Et puis, à l'OCDE, dans le cadre du forum, nous avons également progressé, quoi qu'en pensent certains de temps en temps. Nous avons des accords bilatéraux et multilatéraux qui ont été signés. Et donc, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a un pas fondamental qui a été franchi, c'est le passage de l'échange d'informations à la demande à l'échange automatique d'informations. Alors, en matière d'échange de renseignements fiscaux, mais qui est un véritable progrès en matière de transparence et donc d'échange des renseignements. Alors, bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire, mais on a l'occasion de traiter aujourd'hui par rapport aux banques. Je pense qu'elles sont encore insuffisamment régulées, que la supervision bancaire est également insuffisante dans beaucoup de pays. Sur le plan européen, ça devrait un peu s'améliorer, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Et puis, il y a des dispositifs très particuliers au monde bancaire, en particulier la possibilité de pouvoir encore ouvrir dans beaucoup de pays des banques fictives, des shell banks, au travers desquelles transite quand même beaucoup d'argent sale. Il y a également la question qui est voisine, qui est celle des comptes correspondants.
d'une banque à l'autre, où là, on assiste quand même à un certain recul des comptes correspondants, parce qu'ils ont causé effectivement beaucoup d'ennuis à de grandes banques dans les grandes affaires qu'on a citées tout à l'heure. Puis il avait question aussi de l'utilisation par les banques ou de conseils donnés pour ouvrir des trusts, pour ouvrir des structures peu transparentes et opaques dans d'autres paradis fiscaux, ou dans des pays qui n'en sont pas, mais qui ont une réglementation financière très légère. Donc tout ça fait qu'il y a encore beaucoup de travail pour les ONG, qu'il faut encore s'intéresser au shadow banking, parce que c'est aussi un problème, et puis les monnaies électroniques, qui ne sont quand même pas la perfection technologique que l'on dit, enfin si peut-être pour le blanchiment, mais sur le plan d'un fonctionnement financier habile et correct, c'est vraiment tout à fait l'inverse. Je vous remercie. Pardon d'avoir été...